Bonjour, chers auditeurs, chers internautes, chers amis. Bienvenue à l'émission de chaque mois, Rencontre du mois. Et Rencontre du mois de ce temps reçoit le père Patrice Atiba Bende. Palotin, il est le coordonnateur de la mission palotine en France. Il va nous dire tant de choses. Restez à notre écoute et suivez-nous attentivement. Bonjour mon père. Bonjour père. Alors, comment vous vous sentez au Cameroun? Ça va très bien. Le climat qui est différent. Ça fait toujours du bien lorsqu'on vient en vacances de retrouver la chaleur familiale, mais aussi la chaleur du pays, la chaleur culturelle, avec tout ce que cela comporte. Parce qu'il faut bien dire que dans la mission, de l'autre côté, c'est vraiment différent dans la façon de faire, la façon de vivre. Donc ça, on retrouve, c'est vraiment non pas un retour, mais un recours aux sources pour mieux avancer dans la mission. Voilà, bienvenue à Rencontre du mois de ce mois. Merci. Alors, quelle présentation pouvez-vous faire de vous-même en ce moment? Alors, vous l'avez déjà dit, je suis le père Patrice Dieudonné Atiba Bende, prêtre palotin, ordonné le 27 juin 2015 en la basilique Marie-Reine des Apôtres, des mains de Monseigneur Faustin Ambassan Diodo. Mais je suis palotin depuis le 12 septembre 2019, date de ma première consécration. Donc ça fait 16 ans, si je décompte bien, 16 ans que je suis palotin. Et juste après mon ordination, j'ai été affecté ou envoyé en mission dans le diocèse de Douma-Bomban, la paroisse Saint-Michel-de-Dior, où j'ai été vicaire pendant 2 ans. Et c'est juste après, en 2017, que le supérieur d'alors m'avait envoyé en mission en France. Voilà. Arrivant en France, j'ai atterri dans le diocèse de Pontoise. Voilà. Et je suis toujours dans le diocèse de Pontoise. Voilà. Et dans ce diocèse, j'ai parcouru 3 paroisses. La paroisse d'Hermont pendant 3 ans. Ensuite, la paroisse de Garges-les-Gonesse pendant 2 ans. Et actuellement, je suis sur la paroisse d'Herblay depuis 3 ans. Je vais commencer la 4e année en septembre. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours missionnaire depuis mon ordination sacerdotale. Alors comment vous appréciez le Cameroun et la France dans la mission? Alors, déjà, c'est évidemment deux territoires différents. Différents par la culture, différents par les mœurs, différents par la façon de penser. Voilà. Et au Cameroun, on a baigné dedans depuis que nous sommes nés au Cameroun. Voilà. On a grandi, ça veut dire que nous avons une façon de voir les choses, de voir la vie et de voir même le monde. Et lorsqu'on arrive en France, il y a ce changement, on peut dire brusque, parce qu'on constate qu'on ne voit pas la vie de la même façon, les mains ne sont pas pareilles, ils sont différents. On ne voit pas l'être humain de la même façon. Nous ici au Cameroun, par exemple, quand on voit l'être humain, on voit tout l'être humain. Alors que de l'autre côté, alors maintenant ça change déjà. Et je pense que c'est aussi beaucoup parce qu'il y a des missionnaires qui viennent d'Afrique là-bas. Mais là-bas, c'était plus une vision, je peux dire mercantile, dans le capitalisme pur. Voilà. Et l'Église fonctionne aussi comme ça. Dans le capitalisme. J'ai raconté une anecdote, je me souviens quand j'étais à Hermont, on avait 2 clochers, on appelle les postes ici. Alors il y a un clocher qui, on peut dire, dont les quêtes ne rapportaient pas, parce qu'il faut dire ce qui est. Et je me souviens qu'au conseil économique, les membres du conseil des laïcs avaient dit, mais si ça ne rapporte pas, il faut fermer l'église. Alors ils disent qu'il faut fermer cette église, il faut rester uniquement avec l'église principale. J'étais avec le père François qui était curé, alors on leur avait dit, mais c'est pas possible, justement, dans l'église, le but n'est pas d'abord de faire des bénéfices, c'est d'abord l'annonce de la parole de Dieu. Reste pas sûr, mais c'est d'abord l'annonce de la parole de Dieu. Mais je dois avouer qu'au fur et à mesure, maintenant, c'est ça qui revient au devant, d'abord l'annonce de la parole de Dieu. Certes, il y a toujours des personnes laïques qui vont avoir, et c'est normal d'ailleurs,
qui vont avoir cette visée économique. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des économes diocésains, c'est pas pour rien, parce que les économes diocésains ont regardé que la structure église ne tombe pas. Mais de plus en plus, on comprend que c'est d'abord l'individu qui est à mettre en avant, c'est d'abord l'annonce de la parole de Dieu. Voilà. Et les moyens suivront. On fait toujours tout pour pouvoir avoir des moyens d'annoncer la mission. Voilà. C'est ça. Et en dehors d'être en France, est-ce que vous avez occupé d'autres charges? Par exemple, curé, ça va. D'accord. Alors, non, pas curé. Voilà. Mais depuis que je suis en France, je suis vicaire de paroisse au niveau diocésain. Actuellement, dans le diocèse de Pontoise, je suis aussi membre de ce qu'on appelle la section 105. C'est pour la mutuelle. La mutuelle Saint-Martin, je suis membre de cette section du diocèse, comme mission diocésaine. Dans le douanier, ou bien dans le secteur, je suis responsable des jeunes, de la pastorale des jeunes. Et maintenant, dans le point de vue communautaire, j'ai été jusqu'à très très récemment on peut dire l'économe. Mais on appelle d'abord le gestionnaire du compte de la coordination de France. Voilà. Donc voilà un peu les différentes missions que j'ai pu occuper, tant au point de vue diocésain qu'au point de vue communautaire. Des lourdes responsabilités, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est lourd. Alors, je prends d'abord le niveau diocésain. C'est vrai que la pastorale des jeunes là-bas, des jeunes, là-bas on voit plus des jeunes, j'ai envie de dire, beaucoup de jeunes qui sont, on peut dire, en souffrance, on peut dire psychologique. Ça, parfois, si vous suivez un peu l'actualité de côté, tu vois qu'il y a beaucoup de suicides. Il y a beaucoup de personnes qui sont fragiles de façon psychologique et des jeunes sont touchés. Tout ça, je prends un cas. Le fait de harcèlement, c'est vraiment un fléau en France actuellement. Le harcèlement entre jeunes. Ici, parfois, au Cameroun, on voit des jeunes, on est tous petits, on était harcelés, voilà. Mais nous, ça passait. Mais là-bas, les jeunes sont très, très sensibles à ça. Et donc, c'est aussi un défi. L'autre défi aussi, c'est que pendant longtemps, beaucoup de jeunes grandissent dans des familles qui ne sont pas religieuses. Certes, les parents ont voulu, j'ai été baptisé, mais ils ne sont pas dans la pratique religieuse. Voilà. Et les jeunes, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, décident de retrouver un peu cet être chrétien-là. Et ça, c'est aussi un défi. Et on est là pour les accompagner, pour les aider à retrouver, on peut dire, leurs racines. Alors, qu'est-ce qui cause ça? Que des jeunes grandissent, à un moment donné, décident d'eux-mêmes, c'est pas les parents, d'eux-mêmes, de demander au baptême, de découvrir qui est Jésus, parce que beaucoup ne savent pas, puisque les parents n'en parlaient pas. Et là, le défi aussi, c'est de pouvoir les accompagner sur ce chemin-là. Découvrir qui est Jésus, qui est Dieu, qui suis-je aussi dans ce monde. Est-ce que mon monde est juste un monde jeté, ou alors c'est un monde qui prend conscience du fait qu'il y a quelqu'un, un être qui est à l'origine de tout, en l'occurrence Dieu. Et ça, c'est une interrogation permanente des jeunes actuellement. Et là, comme prêtre, au moyen des jeunes, on essaie de les accompagner dans ce sens-là, de les amener à se sentir, à être fiers d'être chrétiens. Voilà. Parce qu'à un moment donné, être chrétien là-bas pouvait être objet de moquerie. Voilà, parce qu'on ne nous a pas dit, il y a beaucoup de jeunes qui n'osaient pas dire qu'ils sont chrétiens. Lorsqu'ils étaient baptisés, c'était vraiment... Mais là, de plus en plus, ils osent affirmer leur foi. C'est là où c'est le combat que nous avons osé affirmer sa foi, peu importe les circonstances. Voilà. C'est un pays laïque. Ils disent laïque, c'est-à-dire que, bon, selon leur entendement, laïque, c'est-à-dire que Dieu est en dehors de la sphère, alors que c'est pas ça en fait, laïque. Laïque, c'est que j'aime ma religion, je la respecte, je respecte aussi la religion de l'autre, je prie mon Dieu. Alors, bien sûr, dans le service public, je ne suis pas pour étaler ma religion, je ne suis pas dans le prosélytisme, mais ça n'empêche pas que j'aime ma foi et je suis libre de croire ou de ne pas croire. Voilà. Et beaucoup de jeunes qui ont grandi avec ça, à un moment donné, on leur faisait croire, non, être chrétien, non, c'est des choses des vieux, c'est des choses des personnes âgées. D'abord, on ne dit pas vieux, on dit personnes âgées. Mais ils découvrent que non, c'est aussi, croire en Dieu, c'est aussi l'affaire des jeunes. Et c'est d'ailleurs l'affaire des jeunes. C'est pour ça que moi, j'avais un slogan quand j'étais à Hermont, je leur disais, non, l'église, on dit souvent que l'église, les jeunes, c'est l'église de demain. Je disais, non, les jeunes, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est pas de demain. Voilà. Demain, non, c'est aujourd'hui que vous devez vous impliquer. Voilà. Et au fur et à mesure, ça avance. Dans toute la France, d'ailleurs. Et ça s'est manifesté lors des dernières fêtes. On voit bien qu'il y a plus de jeunes
qui viennent avec un groupement de vieux qui demandent le baptême, plus de gens qui demandent la confirmation, des jeunes qui ont peut-être eu la chance d'être baptisés tout bébé et qui après décident de se confirmer. Ils disent non, je voudrais recevoir la confirmation justement pour confirmer la foi. Et je les dis aussi pour aussi confirmer le choix fait par vos parents. Parce que parfois beaucoup disent ah oui, pourquoi est-ce que mes parents ont décidé de me baptiser? Je dis oui, ils ont pris ce qu'ils pensaient être bon pour toi, mais toi tu as l'occasion par la confirmation de confirmer ce choix-là. Voilà. Donc c'est un peu ça la dynamique que nous essayons de mettre en place. Et au niveau de l'économie au niveau de l'économie, alors là c'est la gestion des finances de la communauté, parce que nous sommes une communauté religieuse avec une communauté des biens, c'est une promesse, la mise en commun. Ce qui fait que tout ce que le confrère ou les confrères reçoivent des diocèses vient dans une caisse commune et nous étions chargés de redistribuer dans les différentes communautés pour la vie de la communauté. Voilà, la vie de la communauté, mais aussi pour certaines charges. Voilà, c'était ça essentiellement notre responsabilité, s'assurer que les communautés aient de quoi survivre. Voilà. Alors il faut avoir des choses, des charges extraordinaires, des demandes extraordinaires. Ça aussi, ça relevait du conseil de la coordination qui décidait, voilà, on peut assumer ces charges et pas d'autres, ainsi de suite. C'était un peu ça. Voilà. Dans les documents des palotins, on voit quelque part que vous êtes étudiant. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension de votre vie Oui, en même temps aussi, je suis étudiant, mais c'est vrai que je ne suis pas prêt étudiant, parce que peut-être tout à l'heure, quand je vais un peu parler, si vous le permettez, quand je parlerai un peu de l'historique de la mission en France, je ferai une précision. Alors, je ne suis pas aussi prêt étudiant, mais je suis étudiant. Voilà. Alors, c'est que moi, je suis normalement prêtre missionnaire de la pastorale, mais à côté aussi, il y a le supérieur de l'époque, et celui actuel a bien voulu que je sois aussi étudiant. Alors, actuellement, je suis étudiant en droit de la santé. Voilà. J'ai obtenu en juillet mon Master 2 en droit de la santé. En principe, si tout va bien, je devrais m'inscrire en thèse, toujours dans le domaine de droit de la santé. Droit de la santé, c'est-à-dire tout ce qui touche la responsabilité des médecins dans leur travail, mais tout ce qui touche aussi les droits et devoirs des médecins, mais aussi des patients. Donc dans la relation médicale, il y a le patient et le médecin, chacun des droits et des devoirs. Et aussi dans ce qu'on appelle, ici au Cameroun on parle de la couverture santé universelle, mais tout ce qui est couverture sociale, c'est aussi le même domaine, et la bioéthique. Donc l'intitulé normalement du master que j'ai obtenu, c'est droit de la médecine, de la bioéthique et de la santé. Voilà. Wow. Et c'est un domaine, je pense, c'est un domaine qui peut être utile déjà pour nous palotins avec nos projets, mais aussi même pour le Cameroun, parce que là maintenant quand j'observe, j'avoue que je vois maintenant différemment les médecins. Quand le médecin me reçoit, normalement il y a des choses que le médecin doit me dire. Voilà. Et parfois qu'il ne fait pas, il reçoit la va-vite. Et justement là, par exemple, le médecin a l'obligation d'informer le patient de sa maladie, de donner toutes les informations, pas forcément graves, mais toutes les informations, même minimes, soient-elles, ces informations. Il faut les donner au patient et c'est le patient qui est acteur de sa santé, non le médecin. Alors, parfois ici au Cameroun, le médecin, il dit, on fait seulement, il s'en expliquer. Bon. Et donc, c'est un peu ça. Et je pense que au Cameroun, on viendra bientôt à cela. C'est-à-dire où le médecin devra répondre de ses actes médicaux, des actes qu'il pose lorsqu'il reçoit un patient, lorsqu'il pose ou lorsqu'il accomplit un acte médical. Voilà. Alors, je crois que vous êtes la personne indiquée que les confrères ont choisie pour la coordination en France. Alors, parlez-nous de la coordination en France en quelques temps. Oui, depuis fin juin, début juillet, effectivement, les confrères m'ont choisi comme responsable de la mission en France, comme coordonnateur, c'est le terme que nous utilisons. Alors déjà, il faut dire que la mission en France, au préalable, au début, est d'abord une mission d'études. Voilà. Ça disait que je vais revenir dessus. Tout à fait. C'est d'abord une mission d'études depuis en 2010 avec le père Patrice. Voilà, c'est d'abord une mission d'études. Ce n'est qu'en 2012 qu'on envoie des confrères pour la mission. Et là, il devient, on peut dire, une mission missionnaire. Voilà. C'est vraiment la mission pleinement pastorale des confrères. C'était le père Venant, le père Samuel, voilà, qui
sont partis et qui ont commencé ici depuis ce jour-là. Et ils ont été accueillis dans le Pontoise, dans notre diocèse, on peut dire, un des maires qui nous a vraiment accueillis, qui nous a ouvert les portes, qui nous a beaucoup aidé. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître même dans nos échanges que le diocèse de Pontoise est le diocèse qui nous a beaucoup aidé, qui nous a accueillis, qui nous a beaucoup aidé dans les démarches administratives. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Et maintenant, on a pu s'ouvrir à d'autres diocèses. Voilà. Et donc, cette coordination a évolué. Il y a eu des hauts et des bas, c'était pas évident. Et moi, je suis arrivé en septembre 2017, j'ai trouvé en marche, j'ai aussi pris le train en marche, il y a eu beaucoup de défis, mais je crois que maintenant, on est assez structuré. Ouais. On est assez structuré, on a déjà 15 ans. Voilà, depuis 2016, 15 ans. 15 ans, ouais. Alors, on est déjà assez structuré, on a une coordination, c'est-à-dire un conseil de coordination. On sait déjà plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire, on a un projet, on a des projets. Alors c'est vrai qu'actuellement la mission, notre présence en France est essentiellement ecclésiale, essentiellement pastorale. Il n'y a pas une mission de formation, c'est uniquement une mission dans des paroisses pour le moment. Bon, peut-être que dans le futur, ça pourra s'ouvrir. Alors nous sommes présents en France avec d'autres entités, la région Sainte, la province Rwanda-Congo, Sainte-Famille. Et aussi, il y a la province française. Je crois que c'est la région de la province française. Voilà. Et nous collaborons de temps en temps. Nous avons initié des retraites communes, une fois tous les 2 ans. C'est vrai que l'année passée, ça n'a pas eu lieu à cause des soucis, mais l'actualité, les retraites communes. Nous avons aussi parfois des temps de rencontres informelles. Alors peut-être qu'on rendra d'autres temps, par exemple la célébration de Vincent Pallotti. Je sais qu'on l'a fait quelques fois, mais on a un peu arrêté. Mais c'était une fois, on l'a fait quelques fois ensemble. Mais ce sont des trucs qu'on essaie pour garder le lien. Voilà. Et c'est un des défis d'ailleurs. Un défi d'ailleurs de la coordination. Garder le lien pallotin, que ce soit avec les autres confrères, les confrères d'autres entités, mais aussi avec notre province. Parce que bien que nous sommes en France, nous appartenons à la province Sainte-Trinité. Nous faisons partie de la province Sainte-Trinité entièrement. Et c'est un défi. C'est un défi pour des confrères qui se trouvent là-bas, mais c'est un défi pour les confrères qui sont ici. Voilà. Parce que souvent, on peut voir uniquement les confrères qui sont présents en France, car oui, il faut qu'ils gardent le lien. Mais même les confrères ici, on se appelés à garder ce lien-là avec ceux qui sont là-bas. Ils sont là, ils sont de l'autre côté, mais ils sont palotins, membres de la province Sainte-Trinité. Et c'est un défi que nous donnons, ces liens-là, garder ces liens. Voilà. Un autre défi, je ne sais pas si je suis en train d'anticiper, mais un autre défi aussi que nous pouvons avoir, c'est l'équilibre psychologique. Parce qu'on ne se rend pas compte, et moi c'est mon défi en fait. Je dis, on ne se rend pas compte que le fait d'être là-bas, coupé déjà de sa culture, voilà, coupé de sa famille biologique, coupé aussi même de sa famille spirituelle, parce qu'en quelque sorte, c'est vraiment le lien. Mais on a vécu avec des confrères ici, et puis brusquement, on se retrouve là-bas avec d'autres personnes, c'est pas évident. Il y a aussi un certain équilibre psychologique à avoir. Voilà. Et je pense que c'est un combat qu'on devrait avoir, s'assurer que les confrères qui sont là-bas gardent cet équilibre psychologique. Voilà pourquoi je pense que le temps de ressourcement est très important. Le temps de ressourcement, le fait de revenir au pays, de rencontrer des familles, de rencontrer des confrères, c'est très important pour cet équilibre-là. Voilà. Donc c'est aussi un défi que le confrère soit équilibré psychologiquement, mais aussi, j'ai envie de dire, matériellement, parce qu'il ne faut pas se tromper, le niveau de vie de la France n'est pas pareil au niveau de vie au Cameroun. Alors on ne dit pas d'épouser ce niveau de vie, mais seulement les déplacements. Bon, c'est un exemple, je pense par exemple les déplacements lorsqu'on prend un transport en commun, c'est pas comme ici le taxi, je crois que c'est 300 ou 350, mais là-bas c'est pas pareil, c'est autre chose. Donc il faut s'adapter à ce niveau, il faut à ce niveau de vie-là, il faut entrer dans ces logiques-là. Et ça aussi, que ce soit les confrères présents en France, que ce soit les confrères présents au Cameroun, on doit comprendre cela, c'est-à-dire que lorsqu'on va, on s'inculture, c'est ça l'inculturation. Voilà, tout à fait. On s'inculture dans le lieu qui nous reçoit, on entre dans ses mœurs. Alors ça ne signifie pas qu'on accepte ses mœurs. Voilà, c'est qu'il faut juste entrer dans la logique de la terre d'accueil. Voilà, on ne va pas se comporter en France comme si nous sommes au Cameroun, non, c'est différent. On se comporte en France comme en France. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'épouser tous les mœurs. La France prend ce qui est intéressant pour nous, ce qui est nécessaire pour notre croissance. Et puis on les garde, et peut-être lorsqu'on reviendra au Cameroun, on pourra mettre en application. Ah oui, ça a amélioré, parce que j'ai appris ça ailleurs. Tout comme aussi,
des choses que nous avons appris, nous avons pris ici, des choses que nous avons compris ici, nous pouvons aussi les amener en France. Voilà. Dire que oui, dans ce domaine, on peut adapter ça, voilà. C'est un peu ça. Et c'est ça qui est important, cette double, on peut dire, double culture là, mettre ça en commun, ça donne toujours quelque chose de beau. Donc la coordination, la mission de France, c'est dans cela, être capable de prendre ce que nous avons à l'origine comme Camerounais, de l'imprégner en France, mais être aussi capable de recevoir la culture du lieu qui nous accueille. Ça, c'est important. Voilà. Au regard de la mission, quelle est la plus urgente que vous aurez à affronter et quel est le statut juridique de la coordination? Alors, pour le statut juridique, je commence par la fin. Pour le statut juridique, je pense que c'est pas à moi de répondre à la question, c'est à la province. Pour le moment, la coordination, on peut dire, si on parle de coordination, la loi, ça n'existe pas dans la loi. Le mot coordination n'existe pas dans la loi. Voilà. Coordination, c'est un langage qui a été pris justement pour donner une certaine forme de vie, pour essayer de structurer la vie en France. Et je sais d'ailleurs que lors de la dernière visite canonique du général, il a été venu dessus. Il avait dit que la coordination, c'est pas justement un mot légal, palautin, qu'il faudrait qu'on voit comment modifier. Bon. Mais sauf que quand on regarde, il nous a parlé de délégature. Ça, je lâche le mot parce que quand on parle de délégature, les confrères paniquent un peu. Non. Oh, la délégature, selon la loi, la délégature, c'est une communauté, ça appartient à la province. C'est toujours la province qui agit. Et le délégué n'agit que par rapport au provincial. Mais, donc, juridiquement, sur le plan du point de vue de notre loi SAC, ça n'existe pas la coordination. Mais, puisqu'il a fallu structurer la vie des confrères de France, et comme la France est assez grande, la France, c'est pas le Cameroun, c'est très grand la France. Je pense que ceux qui ont pensé cette structure ont voulu justement qu'il y ait un certain lien entre tous les confrères présents en France. Ça permet de garder ce lien-là. Et c'est ce que je disais, toujours le sens d'appartenance, ça permet de garder le sens d'appartenance. J'appartiens à une structure. La structure qui est la coordination, qui appartient elle aussi à la province. Donc, j'appartiens à la province. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on a mis ces coordinations avec un conseil, voilà, pour essayer justement de garder ce lien-là, de traiter aussi, parce que le provincial, les résidents au Cameroun, il ne va pas tout le temps venir en France et revenir, faire aller-retour. Ça permet aussi d'être son relais en France. Tout à fait. D'être son relais auprès des évêques, auprès d'autres supérieurs, pour certaines choses. Il peut venir quand il veut, mais il ne sera pas toujours présent. Et le coordinateur répond directement auprès du provincial. Tout à fait. Voilà. Maintenant, quelles sont vos missions les plus urgentes? Les missions les plus urgentes, je pense que c'est continuer d'abord ce que l'ancien conseil a fait, c'est-à-dire essayer de garder ce lien-là déjà. Parce que je crois que c'est très important pour moi, c'est l'une des missions fondamentales, garder le lien entre les confrères présents en France et les confrères présents ici et l'entité qu'est la province Sainte-Trinité. Garder ce lien-là. Le deuxième défi, c'est, je l'ai déjà dit, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est aussi l'équilibre des confrères. Que le confrère ne se sente pas lésé en France, que ce soit lésé matériellement, mais aussi psychologiquement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on reçoit pour la vie. Une partie vient dans la communauté parce que justement c'est le lien. Je garde le lien avec ma communauté. Tout à fait. Mais une partie aussi pour mes besoins personnels parce que je dois aussi être équilibré matériellement et psychologiquement. Sans toutefois exagérer, quand je dis l'équilibre, c'est vraiment l'équilibre, l'équité, c'est vraiment au milieu. C'est-à-dire je ne tends pas trop vers là-bas, je ne tends pas trop vers là, je garde cet équilibre-là. Voilà. Donc le défi, c'est aussi ça, c'est que les confrères essayent d'être, je peux dire bien, psychologiquement, mais aussi matériellement, sans trop se sentir lésé par rapport au milieu de vie où ils se trouvent. Et le troisième défi que nous avons, c'est que la coordination de France continue à apporter sa pierre à l'édifice de la province et que la province se construit. Je parle concrètement des projets. Tout à fait. Parce que depuis un certain temps, la coordination de France participe au projet de la province. Je vais prendre des exemples ici. Oui, mais il y en a, par exemple, la construction du noviciat. Le noviciat, la France y a participé. Voilà. Notre agence de voyage que nous avons, la France, y a participé pour l'achat et très, très, très activement d'ailleurs.
Il y a d'autres projets comme ça, des projets spontanés que nous pouvons aussi avoir, où on peut aider l'une ou l'autre communauté. Voilà un peu ça. Donc, trois défis. La vie des confrères. Tout à fait. Un certain équilibre dans leur vie. Le lien à maintenir avec la province, le lien entre les confrères et la province. Et le troisième, c'est la participation concrète de la coordination de France à la vie, aux défis que se pose la province, que le conseil de la province. Voilà. Alors, mon père, au regard de votre âge, que ce soit de naissance, que ce soit maintenant de sacerdotal et tout le reste, vous avez des personnes plus anciennes que vous dans la communauté. Alors, comment vous pensez les manager, n'est-ce pas? Voilà, pour manager. C'est vrai que le facteur âge souvent revient. Je crois que c'est l'actualité dans notre pays. Bientôt, nous aurons les élections. Il y a beaucoup de facteurs âge qui entrent en compte. Mais je pense que je vais citer Heidegger. L'homme qui naît est assez vieux pour mourir. Tout à fait. Lorsqu'on naît, on est assez vieux pour mourir. Ça, et puis aussi, comme prêtre, déjà le mot prêtre. Alors peut-être on se dit, oh là là, c'est pas possible, mais le mot prêtre déjà en lui-même, presbytéros, signifie ancien. Voilà. Mais je pense que dans notre communauté, moi je crois que d'abord nous sommes confrères, nous sommes frères. Voilà. Maintenant, comme frères, il y a dans le temps des grands frères, des petits frères et tout. Mais je crois que le premier principe à avoir, c'est que nous sommes tous frères. Que nous sommes provincial, économes, recteurs, vicaires, je ne sais pas moi, nous sommes d'abord frères, nous sommes d'abord confrères. Et pour moi, c'est ça qui doit d'abord primer. Donc, le ministère qui m'a été confié par le conseil provincial sera d'abord d'être le frère des confrères. Très bien. D'être d'abord leur frère. De les écouter d'abord. Voilà, c'est d'abord ça qui est important. Des conseils, quand on ne parle d'écouter, c'est dans tout, c'est-à-dire qu'on peut conseiller, on écoute. Alors, souvent, on peut confondre conseil, c'est-à-dire qu'on écoute, c'est-à-dire qu'on va forcément faire. Mais il faut d'abord, moi je pense qu'on peut écouter, parce que ça peut nous édifier. On ne va pas peut-être forcément faire comme la personne veut, mais ça peut nous aider dans la prise de décision. Et ça, c'est important, dans l'écoute des confrères. Et aussi, ce que je pense important pour la mission que je vais faire, qui m'a été confiée, c'est d'avancer, ou alors, on pourrait parler des anciens. Les anciens sont une richesse importante pour notre communauté. On ne va pas faire, on va pas créer un conflit de génération inutile. Mais il faudrait que chacun comprenne que dans notre communauté, nous essayons d'avancer ensemble. Et donc, une chose, c'est que je vais m'efforcer, autant que possible, avec la grâce de Dieu, d'avancer avec des confrères, avec tout le monde, que ce soit les plus jeunes que moi, parce qu'il y a aussi des plus jeunes que moi, tout à fait. Que ce soit les plus anciens que moi, voilà, avancer avec chacun qui veut bien, parce qu'il faut aussi une volonté des deux parts, c'est les deux parts. L'écoute, avancer ensemble et la fraternité. Voilà. Donc voilà un peu les objectifs que je me donne. D'ailleurs, je suis dans notre conseil, nous avons le conseil qui a été désigné par le conseil provincial, nous sommes trois, nous sommes quatre, autant pour moi. Je dis trois, c'est parce que il y a le coordinateur que je suis, et ensuite il y a mon adjoint qui est le père Roger, qui est de loin, qui est un ancêtre. C'est ça, qui est d'ailleurs l'un des premiers missionnaires. Le papa. Aussi en France. Et puis nous avons le père Billy, qui est aussi mon aîné, parce qu'il est d'un an mon aîné. Okay. Mais ça n'empêche pas que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions marcher main dans la main. Et c'est le défi que je me donne, c'est-à-dire avoir cette relation d'abord de fraternité, non pas de coordonnateur, de supérieur, c'est pas moi, mais d'abord de fraternité, de marcher ensemble avec tout un chacun. Voilà, alors, c'est un peu ça. Très bonne mission, hein, parce que là, c'est l'entame de votre mission et je crois que vous allez la poursuivre dans la joie et dans la protection de notre saint fondateur, Saint Vincent Pallotti. Oui, nous allons essayer. Je crois aussi que c'est une des missions que le provincial nous a données, c'est-à-dire essayer de mettre en exergue une pastorale purement pallottine. Ça, c'est aussi un défi que nous avons. Alors, c'est vrai que nous sommes un territoire où il y a également des pallottins. Nous avons par exemple les pallottins de la province française qui, lorsqu'on parle de miséricorde divine, directement on les voit. Alors, le défi aussi que nous aurons,
c'est d'avoir une mission purement palotine du Cameroun. Voilà. Et on va travailler dessus. L'ancien conseil avait commencé à travailler dessus. On va essayer de poursuivre pour pouvoir proposer aux évêques qui nous accueillent un projet purement palotin spécialité du Cameroun. Et ça, c'est un projet aussi que nous avons. Avec la grâce de Dieu et avec aussi l'aide du conseil, nous allons essayer d'y réfléchir. Voilà. Alors, nous tirons vers la fin de l'émission. Alors, un mot pour Média Paloti. Que pensez-vous de Média Paloti? Que dites-vous à Média Paloti? Que dites-vous aux amis et internautes qui nous suivent et tous ceux qui sont à notre écoute? Alors, je pense qu'il était temps d'avoir un média typiquement palotin. Pourquoi? Parce que notre monde aujourd'hui évolue, va très vite. Nous, on le voit de l'autre côté. Tout à fait. Je sais que tout à l'heure, j'étais avec un ami. Alors, il est dans mon téléphone. Il me dit, tu as Instagram? Je lui dis, mais je suis obligé. Parce que quand j'étais avec les jeunes avant, on parlait par WhatsApp. À un moment donné, je n'avais plus à les avoir parce qu'ils étaient sur comment on appelle ça? Messenger. Oui, non, avant Messenger, je voyais le nom m'échappe. Non, Instagram justement. Instagram, ouais. Après, c'était Snapchat, voilà. Donc, du coup, je suis obligé de les rejoindre. Si je veux les toucher, tous les prêtres enfants maintenant, même les plus âgés, ils ont Instagram, Snapchat. C'est là où on peut toucher les jeunes. Ils sont beaucoup sur eux. Donc, je pense qu'avoir un média typiquement palotin permet de rejoindre beaucoup de personnes, peu importe où ils se trouvent. Et pour nous, qui sont en France, c'est aussi important de toujours voir qu'au Cameroun, je parlais du lien. Voilà. Ça nous permet de garder aussi ces liens-là, de voir telle activité qui a lieu, de voir tel événement, de voir des confrères, de voir aussi des confrères étudiants, parce que c'est important. Et ça aussi, je crois, c'est quelque chose qu'on devra, je pense qu'on devra voir ça, parce que parfois, nos confrères qui partons en France, en mission, lorsqu'on revient parfois, on a du mal à reconnaître tel confrère. Ouais. Je sais qu'une année, on a mis en place un trombinoscope avec tous les palotins, ça permet de regarder quand même les visages. Donc, Média Palot, je pense que peut aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous, on sent toujours qu'il y a ce lien, on peut toujours reconnaître tel confrère, on peut savoir qu'il y a tel qui est là, tel qui est là. Et ça permet de garder le lien en tout cas. Tout à fait. Le lien entre palotins, mais aussi le lien avec d'autres personnes. J'ai parlé du fait de rejoindre les uns les autres où ils se retrouvent. Donc, je crois que c'est important pour Média Palot. Et nous avons prié Dieu que nous développions assez pour pouvoir avoir des outils modernes. Je sais qu'il y a un de vos collaborateurs, je ne veux pas le nommer, qui est derrière la caméra, qui disait, oui père, il nous manque ceci, il faut ceci, oui. On essaye, on va essayer autant que possible si on peut. Mais c'est déjà bien et merci à Média Palot pour tout ce qu'on fait, pour l'engagement aussi. Voilà. Parce que peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. Ça demande aussi beaucoup d'engagement et ça prend beaucoup de temps. Je sais qu'une émission comme celle-ci, après, il faut traiter, ça prend beaucoup de temps. Ça a besoin donc du temps, mais aussi du personnel. Voilà. Donc, merci pour ce que vous faites. Merci pour aider à rejoindre les uns les autres, pour l'annonce de la parole, parce que je vois bien qu'il y a des méditations qui sont données. Il y a j'ai le pain de vie du Père Michel qui est diffusé depuis un certain temps. Voilà. Et c'est vraiment une aide pour l'évangélisation palotine. Tout à fait. Merci mon père pour votre temps que vous avez donné, consacré à Média Paloti, et merci pour les éclaircies surtout, parce que la mission en France, on la voyait comme ça, mais maintenant on la voit de plus belle. Donc nous croyons que ce sera une mission où on va trouver un lendemain meilleur pour notre province. Merci. Merci pour l'invitation et puis bon vent à Média Palot et bon vent à notre communauté. Merci beaucoup. Merci chers internautes, chers amis, auditeurs, pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée.